Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va bien, oui. Ben oui, merci. Aujourd'hui, on a un invité, Mario Cardinal. Mario, si tu peux nous parler un petit peu de toi, en fait, qu'est-ce qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben écoute, Eric, nous on se connaît depuis 15 ans, 20 au ans. moins. Les années passent. Ça a été mon mentor MVP au départ. C'est lui qui fait, m'a ok. introduit comme MVP. Ça fait combien d'années, toi, tu es MVP? C'est depuis 2009. Fait que, Donc, presque 10 ans. ouais. Moi, Mais on se connaissait avant ça. 13-14 ans que je reçois la récompense. Donc, c'est une des choses dans la vie, c'est que j'ai toujours été beaucoup impliqué dans les communautés. Puis, j'aime ça partager mes connaissances. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour participer au Bracket Show avec vous autres. Tu es aussi le host d'un talk show toi-même aussi. Oui, depuis 2004, on fait un podcast, mais vraiment juste du son. C'est-à-dire pas de visuel. Il faut se ramener aussi qu'en 2004, c'était vraiment, là, on était dans les premiers à faire un podcast. C'est un podcast francophone, c'est sur le développement logiciel avec la plateforme Microsoft Visual Studio. Le podcast s'appelle Visual Studio Talk Show d'ailleurs. En plein ça. Puis là, on commence notre 14e année. Ça va vite, ça n'a pas d'allure. On espère se rendre là, nous autres aussi, en fait. Ouais. Donc, c'est un beau défi. Ben, je vais vous souhaiter, parce que si je peux parler de l'expérience, nous, de faire le podcast, parce qu'à tous les ans, on se pose la question, on continue dessus, on arrête. Puis la raison pourquoi on continue, c'est que, outre le fait que c'est le fun de partager avec les auditeurs, puis j'imagine que vous vivez la même chose, Oui. les gens vous écrivent, les gens vous reviennent, Ouais. tu sais, il y a une certaine interaction avec le public, mais c'est que dans le processus, on apprend tellement. Parce que souvent, on a une idée préconçue sur telle chose, puis là, ben, à un moment donné, en se faisant expliquer par quelqu'un plus en détail une technologie, là, à un moment donné, tu as toujours ton moment de « ah » où tu fais comme « ah, j'avais pas compris ça comme ça ». Puis, ultimement, ben, ça t'aide dans ton travail tous les jours parce que tu comprends mieux, finalement, les petits détails qui souvent sont… ils disent, les Américains vont dire souvent que the devil is in the detail. Ouais. Donc, le diable est dans les détails. Donc, c'est souvent… Quand tu regardes les choses en surface, tu vois pas ça, mais quand quelqu'un l'a fait expérimenter puis qu'il te partage cette expérience-là, c'est là que tu vas comprendre vraiment les subtilités d'une chose ou une autre. Intéressant. Aujourd'hui, tu veux nous parler de tester en production. C'est ça, je vais venir partager avec vos auditeurs justement le détail, ou en tout cas notre aventure, c'est que moi, je suis dans une compagnie en démarrage. On est en train de faire une application mobile qu'on déploie là, pour iOS, Android, avec un back-end qui est principalement sur Azure. Puis, on a eu à se poser la question comment on va tester notre application. Et ben là, je me suis… Tu sais, quand tu es en entreprise en démarrage, ben on n'a pas des fonds illimités, surtout que nous autres, on le fait en ce qu'on appelle en bootstrapping, c'est-à-dire qu'on continue à faire de la consultation dans le jour, puis on travaille le soir sur le produit. Donc, Ça fait beaucoup d'heures. Ça réduit le temps qui est disponible. Beaucoup d'heures, puis quand tu dis, bon, ben là, si je veux tester mon application pour avoir le niveau de qualité que je veux, quelle va être ma stratégie? Puis, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, tout le cheminement, donc notre analyse qu'on a faite, puis pourquoi on arrive à la conclusion que nous, on va tester en production. C'est le sujet aujourd'hui, puis ça peut sembler un peu dramatique. C'est ma première réaction, ouais, c'est non, bien hâte on de n'est pas voir, supposé de faire ça. Ouais, Comment tester en production, avoir plus de… Parce que moi, je suis persuadé qu'on va avoir plus de qualité et qu'on va être beaucoup plus vite sur le marché. Donc, je vais vous expliquer ça, puis bon, autant vous que les auditeurs pourront porter un jugement. C'est sûr que là, nous, on s'en va sur le marché avec ça. Peut-être que dans un an, quand je ferai un retour, je pourrais dire, oui, on a eu 100 000 utilisateurs, puis voici comment ça a marché. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Là, je suis encore en train d'émettre des hypothèses, comment on veut fonctionner. Puis, on embarque dans le processus, puis c'est le chemin qu'on va prendre. Donc, c'est bon. Puis, ultimement, dans ma vie, j'ai conçu beaucoup de systèmes. Bon, j'ai fait des erreurs, mais c'est rare que je fais des erreurs majeures. Donc, j'ose espérer que celle-là, ce ne sera pas une erreur majeure. Ou ça sera ta première. Ouais. Mais on va espère souhaiter pas. que non. On souhaite que ça marche. Ben, en tout cas, je pense que j'ai quand même un bon processus intellectuel pour arriver à affirmer que nous, on va tester en production. C'est bon. Excellent. Donc là, j'imagine que tu vas commencer à nous parler un petit peu du pourquoi tester en production au départ. C'est quoi ton… Bien, peut-être, je vais présenter l'architecture de notre application. Puis c'est un des premiers pourquoi nous, on est arrivé à la conclusion que tester dans le modèle classique, que je vais quand même représenter aux auditeurs,
que ce n'était pas le modèle qu'on prendrait. C'est que nous, on fait une application mobile. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de composantes qui sont distribuées. Puis la réalité moderne, c'est que presque toutes les applications maintenant sont avec des architectures distribuées. C'est même, historiquement, les architectures étaient beaucoup client-serveur. C'est-à-dire que oui, tu avais deux tiers, mais tu pouvais quand même réussir en tout cas, à maîtriser ta configuration. Mais là, dans notre cas, nous, on est aisément en 3 tiers, même plus que ça, parce qu'on a l'application mobile elle-même, qui nous s'appelle To-Do Studio. Donc, pour vos éditeurs, ce qu'on va faire, c'est un nouveau To-Do, donc une application mobile, mais avec une twist assez particulière, c'est que c'est essentiellement pour vous aider les gens à pouvoir partager leurs tâches avec leurs proches. Donc, votre femme, vos amis, donc tous les petits projets qui ne sont pas des projets d'entreprise, mais qu'on gère dans la vie de tous les jours, nous, on pose l'hypothèse que si tu partages des tâches avec tes proches, tu vas pouvoir en faire plus, beaucoup mieux et de façon beaucoup plus efficace. Puis c'est ce que fait To-Do Studio. Cool. Donc, on a une application mobile qui va rouler soit sur du iOS, donc du iPhone, ou sur du Android. Puis là, déjà là, on s'entend, il y a beaucoup de plateformes Android. Puis même juste du côté iOS, c'est une dizaine de possibilités. Notre back-end, nous, il est en 2 parties. On a une partie qui est un API Web, donc une API REST, qui est essentiellement où on envoie toutes nos commandes. C'est-à-dire quand on veut vraiment écrire quelque chose, on passe par cette API-là. Et l'API, lui, en arrière de la couverte, il va aller parler avec une base de données qui est une base de données basée sur Cosmos DB. Ouais, structurée, mais plus une base de données de documents, en fait. Oui, puis je vais expliquer pourquoi on a décidé de prendre ça. Il y a beaucoup de raisons, mais une de celles, entre autres, c'est que ça nous permet d'aller vers une approche où est-ce qu'on peut tester en production. C'est sûr que si on avait une base de données relationnelle classique, où est-ce que c'est un schéma qui est fort, il aurait fallu, nous autres, probablement avoir une autre stratégie pour dupliquer les bases de données pour qu'ils se synchronisent entre eux. Ça aurait été beaucoup plus complexe. Puis là, avec Cosmos DB, on n'a pas cette problématique-là. Je vais vous expliquer ça. Et, essentiellement, les applications mobiles, les autres, toutes les lectures qu'ils font, c'est vers Cosmos DB. Donc, on a une approche un peu, le fameux patron, là, CQRS, mais modèle très simple. Là, c'est-à-dire, en fait, il y a une séparation claire, ce que je regarde dans ton schéma, entre la partie écriture et la partie lecture. Puis, tout à fait. moi, quand j'en parle de CQRS, c'est surtout d'avoir justement des liens unidirectionnels. Donc, tu ne veux pas que tu aies de dépendance bidirectionnelle. Dans le fond, d'un côté, tu écris, de l'autre côté, tu lis, puis ton data fait juste circuler comme ça. Ça simplifie beaucoup les tests puis l'intégration. Tout à fait. Donc ça, c'est notre architecture. Donc déjà, là, on voit que j'ai quelques composantes qui sont totalement distribuées. Cosmos DB d'un bord, Azure. Mais en plus, ça, l'authentification, nous, on ne voulait pas gérer l'authentification. Donc, on fait l'authentification soit avec Facebook, soit avec Google, Live de Microsoft. Donc, déjà là, juste pour tester l'authentification, si ton setup commence à être assez complexe si tu veux le faire correctement. Puis, la réalité, c'est que c'est difficile de tester quand tu as une architecture distribuée de cette nature-là, puis je suis sûr que je ne suis pas le seul. Là. Tous vos auditeurs, ils vivent ça. Quand ils disent comment on peut tester puis reproduire des codes d'espèces qui sont réalistes, tu as un setup qui peut être assez... Tu as des composantes de ton architecture qui sont difficiles à dupliquer. Tu parles de l'authentification Google, c'est avoir 2 comptes d'authentification, tu vas payer en double, tu vas payer... Tu vas tout... On ne peut pas dupliquer Google sur notre machine locale. Non, c'est pas quelque encore. chose qui est possible. Ou, Dans certaines de nos applications, on le vit dans les applications plus business, on a besoin d'intégrer avec des affaires comme Great Plains, des CRM, des choses comme ça, qui sont déjà des instances de production. Il faut être capable de trouver une façon de tester ça. Oui. Puis juste, nous, on a un choix d'architecture qu'on a fait, c'est que notre application mobile, elle fait de l'écriture locale et c'est un service en background qui va aller relancer l'écriture puis qui fait finalement toute la synchronisation avec le back-end. Donc, soit écrire ou soit lire, c'est toujours un autre service. Puis, ce qui veut dire que si on est déconnecté, l'application roule quand même. Il fait juste emmagasiner. Puis, nous, c'était très important d'avoir un temps de réponse rapide. Mon partenaire, qui est Éric Renaud, on est 2 architectes bien connus. On aime ça faire des systèmes qui marchent bien. Donc, on voulait du premier coup construire une bonne application. Mais ça imposait quand même des contraintes parce que si c'est vraiment tu es déconnecté à ce niveau-là, tester est encore plus difficile parce que là, il faut que tu testes, j'ai pas de connexion Internet, j'ai de la connexion Internet. Donc, encore là, tu as une autre complexité. Donc, rapidement, c'est pas si simple que ça de pouvoir arriver à pouvoir... c'est une des premières raisons. Là. Je dirais le mobile fait en sorte que maintenant, tester, on doit repenser comment on veut faire ça. Puis, étape numéro 1, premier constat. Parfait.
Donc là, Mario, tu vas nous parler un peu du modèle classique en premier pour voir un peu comment on ferait les choses normalement ou en fait, peut-être comment on les ferait pas vu que c'est pas évident à tester en production. Bien, c'est ça. Donc, c'est difficile de répliquer notre production. Puis, le modèle classique, si on regarde ici, moi, j'ai monté une petite slide. Bon, on a le développement où les tests unitaires se font. Puis, entendons-nous bien. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fera plus de tests. Je dis juste qu'on va faire des tests différemment. Et une grosse partie des tests vont se faire en production, mais il y a une partie de tests. Les tests du développeur, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fera plus ça. Les tests unitaires, c'est nécessaire. C'est la partie du centre. Les tests que souvent nos analystes vont faire, je vais remettre ça en question. Parce que, par exemple, c'est quoi les approches classiques? On va faire des tests fonctionnels. Donc, les analystes vont essayer de réfléchir comment je peux réussir à valider le fonctionnement de mon application. Mais outre ça, il y a tout un mouvement qui dit qu'on devrait faire des tests exploratoires. Juste lancer nos testeurs pour qu'ils trouvent des bugs. Puis là, ben, il y a toutes les techniques même qui consistent à dire, ben, je vais aller en bêta testing, je vais utiliser des vrais utilisateurs. Mais il y a les tests de charge, les tests de tout ce qui est non fonctionnel, les tests de charge. Performance. Donc, toute cette approche-là qui est de tester, je ne suis pas le premier à dire ça, il y a tout un mouvement dans les dernières années de dire on devrait pousser ou basculer vers la gauche nos tests. Qu'est-ce que tu entends de basculer vers la gauche? Bien, c'est essentiellement ramener vers le développement les tests. Puis là, j'ai montré une autre chose. Donc, ce qu'on veut dire par ramener par la gauche, les testeurs, ultimement, on veut qu'ils testent. Ouais. Puis, ils vont avoir un système sur lequel ils vont tester. Souvent, en anglais, on dit le système under test. Donc, cette pratique-là de tester, par exemple, des tests exploratoires, bien, il y a une première étape qui est de se poser la question, qu'est-ce que je vais tester? Puis, ce modèle-là le représente et dit, essentiellement, quand tu veux faire des tests, tu commences par explorer le domaine, comprendre ce qu'il y a à faire, ou juste comprendre les contraintes, justement, il faudrait que je teste avec de la chair, il faudrait que je teste telle composante que celle-là n'est pas présente. Par exemple, j'ai du réseau, j'ai pas de réseau. Ouais. Donc, ultimement, quand tu as tout identifié ça, tu veux te créer des modèles. Puis c'est ces modèles-là que tu vas voir transformer en tests. Et les testeurs en premier, puis mes lectures des dernières années démontrent qu'on n'est pas bon pour faire des modèles. Pourquoi? Parce que quand on fait un modèle, bien, à la base, il y a une hypothèse. Il y a une hypothèse où on dit, moi, là, je suis capable de me mettre dans la peau de l'utilisateur, comprendre vraiment comment il va utiliser mon application, puis je suis capable, après ça, de modéliser cette façon-là. La réalité, c'est que... On oublie des choses. On oublie toujours des choses. Déjà, le fait que c'est difficile de reproduire l'environnement de production tel qu'il va être, mais en plus, il faut que tu sois sûr que tu te mettes vraiment dans la peau de l'utilisateur, puis l'utilisateur va toujours... Juste un exemple bien banal. Tu dis, ouais, l'utilisateur, je sais qu'il devrait cliquer ici sur tel bouton pour, mettons, passer une commande. Mais toi, quand tu vas faire ton test, tu vas peut-être être tout seul sur ton système. Mais la réalité, c'est que lui, quand il est là, il est peut-être le 9e, il y en a peut-être 9000 en même temps en parallèle de lui. Donc, son contexte d'utilisation ne sera pas le même que toi. Donc, si quand tu reconnais ça, quand tu dis au niveau explorateur, je dis, j'ai ce contexte-là, bien, comment je vais créer ce contexte-là pour reproduire ce contexte-là? Puis là, à un moment donné, quand tu commences à analyser ça, tu te rends compte que tu as des milliers de cas possibles. Donc, ça devient d'une complexité effarante à tester. Tu ne peux pas tout tester ça. Tout imaginer les scénarios possibles. Tout seul dans ton salon en train de coder, tu ne peux pas faire ça. Là. Donc, le mouvement du shift left testing, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ramène tes tests comme étant une activité de codage. Donc, essentiellement, essaye pas de coder tous les tests, mais code ceux qui sont les plus usuels. Donc, finalement, ce qu'on appelle des chemins heureux. Le happy path, oui. Le happy path. Puis ce chemin heureux-là automatise ce test-là. Fais en sorte que tu sois capable de le répéter à la demande. Puis à ce moment-là, à chaque fois que tu fais évoluer ton application, au moins rejoue ces tests-là. C'est clair que nous, dans notre entreprise, on va faire ce type de test-là. Oui. C'est pour ça que je ne dis pas qu'on ne fera plus de tests, mais on n'en fera pas une panacée. On va faire juste le strict minimum nécessaire. Tu ne vas pas essayer d'imaginer tous les scénarios possibles. Tu vas juste dire, moi, j'ai un scénario clé qui est le Happy Path que je veux qu'il soit au moins testé puis qu'il n'y ait pas de régression là-dessus à chaque fois que je fais une nouvelle mise à jour. Fait que ce scénario-là, tu le testes, mais tu laisses tous les cas, les edge cases ou les cas périphériques à ça, faire évoluer ça en production, en fait. Là. C'est en plein ça. C'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas se mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur. C'est clair qu'on développe l'application, donc on sait quels seraient les scénarios. C'est ces scénarios-là que je vais tester. Mais tous les cas d'espèces possibles, tu sais, des fois, là, tu fais l'interface, puis toi, tu penses que le chemin, ça va être toujours que l'utilisateur va cliquer là, va cliquer là, va cliquer là. Puis la chose que tu découvres quand tu mets l'application dans les mains, c'est que les gens ne suivent pas pantoute ce pattern-là.
Puis surtout, si ton interface est très flexible, il y a peut-être beaucoup de surprises que tu vas avoir quand tu vas être vraiment live avec l'application puis des vrais utilisateurs. Fait que la seule chose qu'on sait, dans le fond, c'est qu'on ne sait pas tout. Oui. Ouais. Donc, c'est ça que le mouvement Shift Left Testing ramène, c'est de dire, ben, vu que tu ne sais pas tout, au lieu de passer beaucoup d'énergie à essayer d'imaginer des cas d'espèce, passe donc ton énergie à automatiser tes tests. OK. Donc là, Mario, tu nous dis que bon, il fallait modéliser plus pour mieux définir notre modèle et tout ça, mais comment tu vas tester ça maintenant? Qu'est-ce que tu vas. En fait, c'est quoi la partie que tu vas tester de ça, en fait? Bien, nous, quand on a pris conscience qu'il fallait mieux explorer puis comprendre le domaine puis mieux modéliser, on s'est retrouvé face à un choix. Est-ce qu'on passe plus d'énergie à faire des modèles pour tester ou littéralement on skip ça? Parce que nous, on a une contrainte. On est en train d'entreprise en démarrage. On ne peut pas passer un an de temps à tout bien tester pour être sûr que quand je vais aller sur le marché, mon application est testée de bout en bout. Surtout qu'à quelque part, même si je pense que je l'ai testé de bout en bout et que tout est beau, il faut que j'aie l'humilité de reconnaître que probablement je vais avoir oublié des gros pans de mur. À moins que je passe encore plus d'énergie à vraiment modéliser, comprendre mes utilisateurs. Puis, à quelque part, je ne serais pas capable d'aller au marché assez rapidement. Donc, on veut éviter, nous autres, le délai de mise en marché. À ce compte-là, la décision qu'on a décidé de prendre, c'est juste de tester nos AppyPath puis d'automatiser. Donc, on a toujours des tests unitaires. Ouais. On fait des tests fonctionnels, mais juste le minimum de questions. Les cas standards. Des cas standards, ceux qui sont évidents. Puis on sait qu'on va les tester dans un scénario où il y a un seul utilisateur sur le système, c'est-à-dire mon petit robot qui est en train de tester. C'est pas ultime, mais au moins, ça me donne un premier filet de sécurité. Mais quand j'ai fait ça, j'arrête ça là, puis le plus rapidement possible, je vais aller vers la production. Donc là, tu vas investir beaucoup plus de temps dans tout le processus d'aller en production rapidement, donc plus en mode réagir rapidement que réagir bien, est-ce que je peux dire un peu comme ça? Là, ou Tout à fait. c'est ton temps de réaction, tu veux le raccourcir au maximum. Là. C'est une des clés, c'est ça. Donc la clé, c'est passer moins d'énergie à faire des tests manuels automatisés. Donc, une partie de mon énergie, je la passe là. Et l'autre partie de mon énergie, ça va être de mettre en place tout l'outillage pour être capable de réagir rapidement. Parce que c'est peut-être pas dramatique si j'ai une erreur en production. C'est sûr que ça peut sembler bizarre de dire, pourquoi j'accepterais que je vais avoir une erreur en production, mais vous allez voir, là, il y a peut-être, il faut toujours évaluer l'impact. C'est sûr que si j'ai une erreur en production qui fait que tous mes utilisateurs sont capables d'utiliser le système pendant 3 jours, c'est dramatique. Mais si j'ai une erreur, par exemple, c'est moi l'utilisateur ou c'est quelqu'un dans ma compagnie dans un premier temps, ben moi, je vais être je serai pas choqué par rapport à mon outil. L'important, c'est de bien modéliser ou en tout cas de bien mettre en place. Et avoir le processus pour réagir rapidement en production après. Là. C'est ce qu'on va expliquer. OK. Puis ça reste que aussi, comme tu parlais dans le contexte d'une application mobile, tu parles de tester ton AppyPath, mais tu n'es pas sur un seul device non plus. Il y a quand même des moyens. Pour les gens qui se diraient, mon Dieu, je ne veux pas tester sur juste un téléphone Android, il y a quand même des outils pour faire tes AppyPath sur toutes les plateformes. Fait que tu peux quand même couvrir d'un point de vue hardware. Tout à fait. Si tu regardes, par exemple, nous autres, on utilise Xamarin pour programmer, puis Xamarin offre un outillage pour être capable d'automatiser des tests. Donc, c'est ce genre de test-là qu'on va faire. Avec le test cloud qui va... Mais j'aime mieux passer mon énergie là que d'essayer de mettre en place toute une infrastructure pour dire je dois reproduire tel back-end en double, en triple, en quadruple. Ouais. Non. Là, j'automatise les tests qui vont me sécuriser que j'ai bien testé l'application. Puis après ça, je m'en vais en production avec ça. Comme Eric expliquait, bien là, je veux réagir rapidement s'il y a vraiment un sérieux problème. Puis là, on va expliquer comment on fait ça. Parfait. Donc là, si je comprends bien, Mario, il faut accepter qu'on ne connaît pas tout, puis qu'il faut accepter qu'il peut y avoir des erreurs en production pour que ça fonctionne, ton système. Mais je pense que c'est plus que l'accepter, c'est le reconnaître. C'est une réalité. La réalité, là, c'est que quand on déploie une application, quand même qu'on aurait fait là, 25 ans avant de test, il va toujours rester des scénarios qu'on n'aura pas pu tester, puis qui vont peut-être faire un bris en production. Donc, la sagesse, c'est juste de dire, bien, quand je m'en vais en production, mon système, il peut briser. Reconnaissons ça. Puis comme tu l'expliquais un peu plus tôt, il va falloir que je réagisse rapidement. Mais le premier constat, c'est de dire, quand j'ai quelque chose qui est en production, ça brise, c'est naturel, c'est normal, et il ne faut pas en faire un plat, il faut juste le corriger. Puis, on n'est pas les premiers à faire ça, là.
quand on parlait un peu plus tôt avant le début d'enregistrement, tu me parlais de Netflix. Ouais, Netflix qui font carrément, ils font des shutdowns de serveurs en production pour tester les mécanismes de recovery qu'ils ont, puis tout ça pour s'assurer qu'un serveur qui tombe, c'est pas un problème. Donc, on force des problèmes en production pour réagir rapidement. Puis, suite à ces expériences-là que Netflix ont partagées, il y a des compagnies, les autres commencent à faire ce qu'ils appellent les vendredis de bris. C'est-à-dire, c'est le vendredi, ils disent, ah, là, aujourd'hui, là, on va créer systématiquement du bris pour voir comment l'équipe réagit, puis en même temps, comprendre de tout ça, s'améliorer et faire en sorte que ce type de bris-là, dans le futur, ne soit pas un désastre. Parce que si c'est sûr qu'il faut avoir une vision ou une compréhension que tu le reconnais, mais tu veux prendre des actions pour corriger. Parce que si c'est juste de le reconnaître et de dire « Ah, c'est comme ça, puis je vais vivre avec », bien là, tu n'es peut-être pas dans mon industrie. L'industrie du logiciel, il faut bouger, sinon on ne reste pas dans l'industrie trop longtemps. C'est encore plus présent, je pense, avec le fait que l'architecture est distribuée. On parlait tantôt de quand on avait architecture client-serveur, à la limite, c'était un peu plus facile de contrôler puis de penser qu'on avait un système qui était bug-free, même si c'est un peu une idéologie qui n'est pas atteignable. S'il y a des auditeurs là, qui sont encore sceptiques, est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie de voir une belle page 404? Sûrement, oui. Moi, ça m'est arrivé plus qu'une fois. Oh, oui. Donc, ça veut dire que, tu sais, puis ces gens-là, ils ne voulaient pas avoir une page 404, là. Ils voulaient que ça marche toujours, leur site. Donc, le bris, là, ça fait partie de la vie. C'est naturel. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Puis, surtout si on prend l'attitude comme nous autres de dire on va couvrir juste 10 à 20 des bugs avec nos fameux cas de tests fonctionnels. Puis ça, là, toutes les études qui ont été faites sur la couverture, puis voir comment les équipes couvrent, tout le monde arrive au constat, ah ben c'est 20 10 mais pas 50, 60, 80 de couverture. Donc, c'est un peu un mythe. Là. Les gens qui disent, ah, nous autres, chez nous, on teste bien, là, on s'en va en production, ben c'est plus que de l'ignorance, c'est un peu même manque d'humilité. C'est juste de dire, regarde, oubliez ça, là, vous ne testerez pas bien, donc vivez donc avec la réalité que votre système en production, il va briser, puis prenez des actions pour le changer. Puis comment on prend action? Bien, essentiellement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à, première étape, se donner la capacité de pouvoir faire un retour en arrière ultra rapide. C'est-à-dire, si je déploie de quoi en production puis que ça amène une défaillance, bien, je ne veux pas que tous mes utilisateurs le voient. Surtout sur une application mobile, les gens ne sont pas... si, mettons, j'ai 1 million d'utilisateurs, ce n'est pas 1 million d'utilisateurs qui sont en train live d'utiliser mon application. En tout cas, c'est dépendant. Là, ouais. S'ils l'utilisent tous, puis c'est 24 heures sur 24, bien, peut-être que je vais me prendre d'autres stratégies que le retour en arrière. Mais dans notre cas, nous, on sait qu'on a probablement quelques heures pour évaluer. Puis là, dès qu'on voit qu'un utilisateur il y a un bris, puis... Il y a une décision qui se prend de dire si on vient en arrière ou pas. Puis là, la question qui va se poser, c'est j'ai-tu besoin de montrer mon déploiement à tous mes utilisateurs d'un coup ou je pourrais avoir des... Oui, bien, des blocs de déploiement. On appelle ça j'ai appelé ça moi, des cercles d'exposition. Ouais, ouais. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ouais. Mais étape numéro 1, il faut se mettre en place toute la mécanique pour pouvoir permettre le retour en arrière. Puis nous, essentiellement, on s'appuie sur 2 types d'outils. Le premier type d'outils, c'est les commutateurs de features. J'ai traduit ça comme ça. Les feature switch. Feature switch. Les feature switch. Non, c'est ça. Puis le deuxième, c'est le déploiement continu. Donc, si on regarde les feature switch, bien, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une technique qui sert à désactiver à on ou à off une feature dans une application. Donc, habituellement, quand tu fais une livraison... Mais sans recompiler. En fait, en live, tu peux le faire sur l'application qui roule. Donc, sans avoir redéployé, sans avoir recompilé, déployé, donc dynamiquement, avec une configuration. Donc, ce que ça veut dire, c'est... je vais quelque part, mettons, sur un site web, puis je dis, OK, cette feature-là, elle est active, et en quelques minutes, mes applications détectent qu'elle est active et se mettent maintenant à se comporter différemment, c'est-à-dire à montrer cette fonctionnalité-là aux utilisateurs. Donc là, ce que tu dis, c'est que tu as une configuration centrale, que même les applications mobiles consultent régulièrement, puis que ça active tes clients mobiles à cette feature-là. C'est ça. Donc là, puis je vais vous expliquer un peu comment nous, on le ferait. Parce que vous allez voir, la conclusion qu'on a prise, c'est pour la première année, on ne fera pas des commutateurs de features parce qu'il y a une certaine complexité à ça. Je vais vous expliquer la complexité. Mais pour ceux qui seraient intéressés, tu n'as pas besoin de te construire ta propre plateforme. Il y a maintenant des fournisseurs qui offrent ça comme plateforme, comme un service. Un de ces-là, c'est LaunchDarkly, qui est très, très proche, par exemple, de Microsoft et tout. Je ne serais pas surpris que ça devienne une acquisition de Microsoft et que ça fasse partie maintenant du portefeuille de ce que Microsoft offre aux développeurs dans le futur. On verra. Mais pour l'instant, en tout cas, ce genre de service-là existe puis tu peux les utiliser. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est littéralement de pouvoir, avec un if then else, là, if la switch est on, exécute mon nouveau comportement.
Sinon, ben, fais le vieux comportement. Puis dans cette technique-là, donc tant que j'ai pas mis j'ai pas basculé à on, ben les gens ne voient pas la nouvelle fonctionnalité. Mais il faut être conscient à ce moment-là que je viens polluer mon code avec beaucoup de if, then else, et que j'ai une complexité. C'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui ne ferait pas attention, ça peut vite devenir un enfer du côté développeur d'aller dans le code avec ça. Tout à fait. Moi, j'appelle ça la technique des cônes oranges. Là. Quand tu vas sur une route, tu fais une voie de déviation. Là, pendant que tu es en train de développer l'autre, ben là, tu peux faire dévier ton trafic par une autre place en attendant que tu développes la partie qui est peut-être fautive. C'est ça. L'approche des commutateurs de features, pour un développeur, elle peut sembler plaisante, mais il y a une technique plus facile qui est juste d'avoir du déploiement continu. Parce que grosso modo, l'approche la plus simple, c'est fais juste réappliquer la vieille version de ton application ou sinon, si tu as eu le temps, la nouvelle version que tu as corrigée. C'est-à-dire que tu détectes qu'il y a un problème en production, bien, si tu as un cycle de déploiement continu rapide, tu vas être capable de mettre live en production en dedans de quelques minutes ou quelques heures une nouvelle version. Dans un contexte comme ça, par rapport à quelqu'un qui a son client mobile qui peut choisir ou non d'installer la mise à jour qu'il reçoit, c'est là que ça devient peut-être moins évident, tout dépendant de la gravité du problème. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le contrôle sur comment on peut déployer. Donc, mais par exemple, pour mon back-end, mon interface REST, c'est nous qui contrôlons comment on déploie. Donc, avec nous, on utilise Visual Studio Team Services, qui est pas juste un outil pour faire du déploiement continu, mais qui est un outil pour faire tout le cycle de développement. Donc, en partant du code, toute l'agilité, en tout cas les techniques pour faire notre suivi de nos stories. Chez Pixel, vous êtes assez familier avec les approches agiles. Assez familier. Les constructions automatisées, les tests, nos fameux tests qu'on veut automatiser, les déploiements, puis encore là, le déploiement, bien là, nous, ça peut se faire rapidement avec cette mécanique-là. Donc ça, on s'appuie, nous autres, sur Visual Studio Team Services comme outil pour faire ça. OK. Un des points que certains auditeurs peuvent avoir, ils disent, là, ils nous parlent de déploiement continu, mais ils ne nous parlent pas de ces données. Parce que le code, c'est une chose, mais les données, c'est aussi fondamental. Puis la première barrière, pourquoi le monde habituellement ne veut pas aller en production puis tester, c'est de dire, bien là, on ne va pas polluer mes données. Parce que je veux mettre des données de test dans ma prod, premièrement. Puis l'autre chose, c'est, bien, quand je fais évoluer mon schéma, c'est-à-dire que je rajoute une nouvelle table ou je rajoute une nouvelle colonne, bien, comment je fais pour revenir en arrière si j'ai déjà ajouté la colonne? Donc, c'est vrai que c'est très problématique. D'où pourquoi nous, on a décidé d'aller vers une base de données qui est basée sur JSON puis qui n'a pas de schéma. Ce qui est moleste, oui. Donc, Cosmos DB, là, essentiellement, c'est du JSON. Et si tu programmes correctement, nous, qu'un champ soit présent ou pas présent, bien, notre code va réagir correctement. Donc, quand je bonifie, c'est sûr que si je ne ferai jamais systématiquement d'enlever un champ, parce que là, je briserais le code précédent. Donc, ça se peut que je vais garder des vieux champs jusqu'à ce que je sois sûr que je pourrais vraiment switcher. Mais c'est pas dramatique de garder des vieux champs. Ce qui est important, c'est de mettre des nouveaux champs et de faire évoluer finalement. Tu peux voir la base de données comme un contrat. Puis un peu comme quand on fait un contrat, bien, tu le fais évoluer, puis tu t'assures juste de ne pas faire de brisures qui sont dramatiques. Puis à ce moment-là, ta BD ne devient pas un enjeu quand tu fais cette approche-là. Cosmos DB, en passant, c'est la nouvelle offre de Azure qui wrap différents concepts qu'on connaît avec des bases de données style Mongo, Raven, puis qui a des API à la SQL aussi pour interroger ça directement. Oui. Puis vous allez voir, là, en plus, ça nous donne aussi toutes des consoles de monitoring. Ouais. Donc, puis, bon, c'est fait pour qu'on soit capable de déployer soit pour très petits ou des millions d'utilisateurs. Donc, c'est une offre, en tout cas, ça fait 1 an que Microsoft a annoncé ça, puis l'industrie regarde ça, puis les gens, en tout cas, beaucoup de gens disent, bien, vous devriez, en tout cas, moi, je vous considère, là, je vous recommande, allez voir Cosmos DB. Allez voir au moins ce que ça a l'air, oui. Même pour les gens qui sont dans une situation aujourd'hui où tu as une BD relationnelle, puis là, tu dis, ouais, mais là, souvent, là, juste de se dire, bien, je pourrais-tu penser, parce que si tu vas aller tester en production, donc d'éviter d'avoir tous ces coûts-là de test, puis de dire, je veux réduire, puis tu as du relationnel, la solution, c'est de se mettre 2 BD. Parce que là, puis avec de la synchronisation, avec, mettons, quand j'écris au Canistra Pro qui va écrire dans l'autre, pour que je sois capable de revenir, donc, deux versions, l'ancien schéma, le nouveau schéma. Avec un mapping. À ce compte-là, pourquoi tu ne te mettrais pas un Cosmos DB au lieu d'une nouvelle BD, puis là, tu continues à avoir ton ancienne, puis tranquillement, pas vite, tu migres. Puis, bon, ça, c'est les techniques de migration. Mais, tu sais, l'approche que je dis, que je partage avec vous aujourd'hui,
Oui, c'est sûr que si c'est une nouvelle application, c'est très intéressant. Mais même si c'est une vieille application, c'est pas impossible. C'est pas Il y impossible. a moyen d'aller vers ça. Ouais. Puis il faut décider où est-ce que je mets mon argent. À tester mieux ou tout ça, ou à réarchitecturer mon application pour vraiment avoir un couplage faible entre mes composants. Cool. Donc, les données, pour nous, ça ne devenait pas un enjeu. Donc là, Mario, tu parles de se servir, dans le fond, de nos utilisateurs pour tester l'application. Ça nous prend une trace à quelque part de ça. Tout à fait. Je pense que c'est un minimum. Puis, ce qui est fabuleux, c'est qu'en 2018, l'outillage est là pour faire ça. Tu sais, en 2005, là, j'aurais jamais recommandé ça, il n'y avait pas d'outillage. Bon, le cloud n'était pas là, mais avec le cloud, aujourd'hui, on a de l'outillage pour être en mesure de faire ça. Donc, ce que ça va nous prendre, outre la capacité de faire un retour en arrière, de la télémétrie. Puis la télémétrie, c'est ce qui va pouvoir aussi nous permettre de monitorer la santé de notre infrastructure ou de notre service de bout en bout. Puis, tu sais, la question, c'est, on a accepté que c'est normal qu'il y ait des bris. Le problème, c'est qu'il faut réagir assez vite. Puis la télémétrie, c'est l'outil qui va nous permettre de réagir. Il faut être avisé assez vite. Il faut être avisé en live que ça crache, là. Tout à fait. Puis il ne faut pas non plus, je pense, avoir peur. Tu sais, je pense à des gens qui pourraient entendre télémétrie qui disent « Mon Dieu, ça doit être compliqué à mettre en place. » Je pense que justement, avec Azure, on a un bon outillage pour le faire facilement. Avec Azure, par exemple, si tu prends Application Insight, c'est un service web. Nous, c'est ce qu'on va utiliser pour la partie back-end. Puis, pour la partie mobile, maintenant, tu as le même type de télémétrie avec OKApp, si je ne me trompe pas. Ouais, ils appellent ça maintenant Visual Studio App Center, mais c'était OKApp pendant plusieurs années. Ouais. C'est une compagnie que Microsoft a acquis. Donc, qu'est-ce que ça va te permettre, cette télémétrie-là? C'est de capturer des événements sans que tu aies besoin. Juste en activant dans ton application, par exemple, Application Insight, bing, il va ramasser pour toi un paquet de télémétrie du genre performance, disponibilité, toutes ces choses-là vont venir. Des exceptions, des choses comme ça. Donc, pas besoin de loguer avec des try-catch comme on faisait il y a une dizaine d'années. Sans arrêt pour tout garder ce qu'on voulait. Effectivement, mais si tu es intelligent dans ton code, tu vas aussi faire en sorte que ton login, tu sais, habituellement, la première chose qu'on faisait comme développeur, tu disais, sortez de quoi notre librairie pour loguer, puis on va se faire une trace localement. Là, la trace, tu ne fait plus localement. Tu as fait vraiment sur Application Insight. Donc, dès que tu as une exception, lui, il a tout ce qu'il faut là, pour ramasser ton exception, la pitcher, parce que lui, il envoie tout ça sur le cloud. Donc, l'hybride. Donc, tu peux même rajouter de l'usage, parce qu'en plus, tu peux laisser une trace. Ah, mon application, mon utilisateur a passé là. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il faut bien identifier l'utilisateur. Parce qu'il va falloir que tu aies une façon de séparer, quand tu ramasses tes données, bien, quel utilisateur il a fait quoi comme scénario versus un autre. Puis, outre ça, c'est si tu sais qu'à un moment donné, l'utilisateur peut vivre une défaillance, la meilleure façon de régler une insatisfaction de l'utilisateur, c'est communique donc personnellement, fais juste t'excuser, puis corrige son problème. Peut-être que cet utilisateur-là va devenir ton plus fervent admirateur. On a vu ça souvent. Il y a des gens qui vivent un désastre, puis après ça, ils vont bloguer en disant « Hey, on m'a résolu mon problème et tout ». Mais la première étape, c'est juste de s'excuser. Ouais. Juste s'excuser, puis parce que nous, on prend cette hypothèse-là, on dit, on va aller en production, on sait que malheureusement, il y a quelques utilisateurs qui vont souffrir. Bien, la solution, c'est de s'excuser, mais pas que ce soit tous mes utilisateurs. Parce que si je m'excuse à tous mes utilisateurs, ils ne seront plus là tout à l'heure. On a un cas ici au bureau, un gars qui avait une application, son Windows a crashé, il avait des problèmes, puis Microsoft, ils ont proposé la prochaine version à Early Adopter parce que ça réglait son problème. Donc, Microsoft le fait aussi. On est des testeurs pour Microsoft, en fin de compte. Tout à fait. La télémétrie, ce que ça va nous donner, outre le fait de capturer, ça va nous donner aussi des consoles pour être capable de suivre, donc de comprendre ce qui se passe. Comme je disais, il faut vraiment être capable de tracer l'utilisateur, donc d'avoir cette trace-là. Mais on s'entend. Quand je vais déployer une application, là, je ne voudrais pas passer 24 heures sur 24 devant ma console. Donc, j'ai besoin aussi d'un système d'alertage pour me ramener en disant « Hop, il y a un problème ». Parce que des fois, on va se coucher, en tout cas, on ne peut pas toujours être là. Mais si vous voyez les compagnies comme Facebook, Microsoft, Google, quand ils mettent live, les équipes qui mettent live le nouveau feature, là, les premiers 24 heures, là, ils sont ses dents. Là. Ils disent, ils sont sans console, tout checké. Puis à un moment donné, quand tout va bien, là, ça va se coucher parce qu'il faut dormir un moment donné. Mais littéralement, c'est ton cycle de développement. Là, c'est, je me lève, là, je vais être très occupé. Après ça, tu vas avoir un temps de repos parce que... Puis le rollout est progressif aussi. Tu ne mets pas tous tes utilisateurs live sur la prochaine version non plus. C'est l'autre étape qu'on va expliquer, là, puis ça prend ça. Donc, nous, au niveau de la télémétrie, comment on implémente ça dans notre application? Vous pouvez voir que nos applications mobiles, on va utiliser App Center pour être capable de mesurer ce qui se passe ou de collecter l'information. Puis App Center me donne une première des consoles aussi.
Ce qui est fabuleux aussi, c'est que App Center travaille très, très bien avec Application Insight. Application Insight, c'est l'autre outil de télémétrie qu'on va utiliser, qui est pour tout ce qui est Azure, les sites web et tout. Donc, nous aussi, dans notre code, dans notre API web, on va rajouter des petits bouts de code pour s'assurer qu'Application Insight est appelé. Puis comme je l'ai dit, si j'ai des exceptions qui sont levées, que le code soit renvoyé. Puis je suis capable tout à l'heure de faire une unification même de mes données d'App Center et des données d'Application Insight pour que quand je fais ma surveillance, mon alertage, ça soit encore plus simple. Et Cosmos DB, bien, lui, par défaut, il vient aussi avec tous les outils de console puis d'alertage. Donc, avec ces 3 outils-là, je suis capable de bien surveiller puis vraiment rester alerte sur j'ai-tu un bris avec mon application. Puis c'est sûr que les fonctionnalités qui sont déjà testées, qui marchent bien, eux autres, c'est pas là que je focus, c'est sur mes nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qui va être important, ça va être de m'assurer que je sais ça va être quoi, qu'est-ce que je m'attends que les utilisateurs font. Puis là, dans la surveillance, tout ça, tu peux mettre des alertes basées sur des thresholds. Tu sais qu'il y a des bris qui sont moins critiques que d'autres, mais il y en a d'autres qui le sont plus. Là, tu vas mettre des thresholds différents. Tout à fait. Si ma performance tombe à 0, c'est sûr que là, c'est... faut le savoir tout de suite. C'est comme les pompiers, là. Wow, il faut réagir. Là. Mais tu peux accepter, par exemple, que ton serveur ne réponde pas pendant un certain temps, puis après ça, passer un certain délai, là, tu sais, là, je vais être alerté, mais ça, c'est pas normal. Là, tout à fait. Une anomalie. Une chose qui est importante quand on se met à utiliser la télémétrie, surtout avec des outils comme Application Insight puis App Center, c'est qu'il va falloir calibrer notre télémétrie. Un peu comme, tu sais, avec les gens qui font l'approche test first, ou en tout cas, quand tu fais des tests, tu veux commencer par calibrer ton test, on appelle ça être en rouge, c'est-à-dire, je veux être sûr que mon test ne marche pas, parce qu'après ça, quand ça va tomber vert, je vais savoir que j'ai vraiment corrigé. Mais ici, j'ai la même problématique. C'est-à-dire que si je mets toutes des traces dans mon application, bien, il faut que je sois sûr, est-ce que mes traces se rendent vraiment bien sur la console? Est-ce qu'ils vont... Donc, comment je calibre? Bien, c'est comme moi je propose, c'est juste de reprendre mon test automatisé que j'ai roulé dans mon environnement de staging, quand je faisais mes tests, puis dire, bien, la première étape, là, quand je déploie, je roule cette série de tests-là, puis ça va me créer un premier utilisateur qui utilise mon application. Là, tu vas surveiller la télémétrie sur ce test-là, puis tu vas être capable de voir ce qui se passe. Bien, absolument, je devrais avoir mis dans mon application des traces de il a passé là, il a passé là, il a passé là. Bien là, je vais aller voir, cet utilisateur-là, tu fais ça? Parce que moi, ça va me démontrer que mon système de télémétrie marche bien. Puis ça, c'est fondamental. Puis c'est là où c'est difficile quand tu as une approche juste de déploiement, c'est-à-dire que quand je déploie, bien, tout le monde voit la nouvelle application. Puis là, la première étape que je vais faire, c'est rouler mon petit robot pour calibrer. Bien, j'ai comme une période de danger. Puis c'est là où est-ce que juste d'avoir de la télémétrie, c'est passé. Il va falloir avoir peut-être une approche d'exposition. Comment j'expose mon application à mes utilisateurs? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, Mario, c'est beau de déployer des versions en production comme ça, là, mais quand ça bug, là, tu ne veux pas que tout le monde se plaigne en même temps parce que là, tu vas être submergé d'appels. C'est ça. C'est pas parce qu'on a la capacité de revenir en arrière, on a tout l'outillage pour être capable de pouvoir surveiller puis trouver que ça va pas bien, qu'on a une solution. Là, nous, il y a une dernière composante qui est importante, qui est essentiellement d'avoir de la livraison en mode canari. C'est quoi la livraison canari, rapidement? Bien, essentiellement, c'est l'analogie qu'on fait avec les mineurs qui étaient dans les mines. Eux, ils amenaient avec eux un canari. Parce que un des défis quand tu es dans une mine, c'est d'avoir toujours de l'oxygène. Et malheureusement, le canari, il est tout petit, donc il mourrait avant les mineurs. Si, par exemple, il y avait trop de méthane ou en tout cas un gaz nocif, dès que les gens voyaient que le canari était décédé, tout le monde savait dire on part à courir, il faut sortir du site parce qu'on est prochain à décéder. Okay. Donc, cette analogie-là du canari, c'est pour ça souvent ils vont parler de canary releasing en anglais, ou en tout cas, moi j'ai traduit ça par livraison en mode canari. Ouais. Puis, donc, cet outil-là ou cette technique-là est importante, là, parce que c'est ce qui va nous permettre de maîtriser l'exposition de notre application. Puis, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on va utiliser des cercles d'exposition. Là, à quelque part, on n'invente rien, c'est des techniques connues. Pour les gens, là, par exemple, on a peut-être des auditeurs qui sont abonnés à Windows 10. Souvent, ils vont parler Ring 0, Ring 1. C'est juste les termes anglais pour cercle. Quand tu dis « je suis dans le cercle 0, dans le cercle 1 ou dans le cercle 2 », nous, entre autres, on pourrait penser qu'on pourrait avoir trois cercles. C'est-à-dire, j'ai mes développeurs, qui sont les premiers qui vont faire les tests, mais après ça, je peux avoir un cercle 0, qui est essentiellement, par exemple, tous les gens dans mon entreprise, ou en tout cas, tous les gens très, très proches, que même si ça plante beaucoup, ils vont nous pardonner.
Parce qu'ils comprennent que, bon, on est en train de finaliser la fonctionnalité. Après ça, je peux avoir un autre cercle qui serait mes gens externes. C'est-à-dire, souvent, ce qu'on va appeler nos bêta-testeurs. Tu as toujours des gens qui disent, moi, j'aimerais ça tester ce qui est nouveau, là. Ouais. Bien, ces gens-là, tu les embarques. À quelque part, on parlait un peu plus tôt d'être un MVP pour Microsoft. Bien, le programme MVP, la reconnaissance qu'il te donne, c'est une façon pour Microsoft de t'amener en disant, hey, je veux te tester, je veux t'utiliser toi comme un testeur. Oui, on a accès aux early bits de tous les produits de développement du Visual Studio Windows, puis tout ça avant même qu'ils soient rélacés publics. Donc, ils utilisent notre capacité à pouvoir tester ça, puis notre capacité aussi à leur donner des idées, parce que c'est une façon, aux autres aussi, pour aller chercher des idées, de dire, ah, c'est ça qu'il faudrait faire pour faire évoluer un produit. Puis les deux derniers cercles qu'on peut avoir... Juste, ça se peut que tu as des versions, en fait, qui ne passent jamais le cercle 1, mettons, que parce que tu as eu un mauvais feedback dessus, tu dis celui-là, il ne passera pas au prochain cercle, on va revenir, puis on va faire une nouvelle version avant d'aller plus loin. Tout à fait. Fait qu'à chaque niveau, ça donne la capacité de réagir, puis de refaire une meilleure version avant d'aller plus loin. Faire un pas de l'arrière pour chaque faire niveau deux pas tu dois savoir, tu dois définir c'est quoi tes conditions de sortie. C'est-à-dire, c'est quand est-ce que je passe de 0 à 1. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand je vous dis, quand on va calibrer notre télémétrie, je vais calibrer en fonction d'être capable de me donner les instruments, les indicateurs pour dire, j'ai ce qu'il faut pour dire, je suis capable de m'en voir un. Ou dire, non, là, la performance est tellement désastreuse, il y a quelque chose qu'on fait dans l'application. Puis là, je vais utiliser ma télémétrie pour comprendre ce que je ne fais pas correct. Puis peut-être ou même pour, après ça, être capable d'identifier les quelques malheureux utilisateurs qui ont vraiment vécu quelque chose de désastreux, puis les contacter personnellement pour nous excuser. Et après ça, dire, bien, de ces données-là, je vais comprendre qu'est-ce qu'il faut que je corrige. Parce que grosso modo, avec ces données-là, je vais être capable de créer des fameux codes tests ou des bugs que je vais ramener dans ma machine avec VSTS. Parce que le but, c'est essentiellement de faire la même démarche qu'un testeur, mais en utilisant des données réelles d'un vrai utilisateur. Donc, les gens qui font le monitoring, c'est un peu comme le nouveau rôle du testeur. C'est pour ça qu'on a ramené ça. Le rôle de testeur, il disparaît parce qu'on n'a plus quelqu'un qui va lui-même exercer l'application. Si on ramène ça en disant c'est les codeurs qui font ça, puis c'est les codeurs, ceux qui ont créé la fonctionnalité, qui vont monitorer et qui vont chercher à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Puis comme tu dis, dans certains cas, c'est soit je fais un retour en arrière dès le ring 0, parce que 0, c'est vraiment trop instable ce qu'on a sorti. Puis là, on va corriger. Puis on repart avec une nouvelle version. Tu sais, tu parles de ramener ça aux développeurs. Je sais qu'avec Application Insight puis Azure, Microsoft puis Visual Studio, ils nous aident tellement que dans les code lengths, le petit paragraphe qu'on a au-dessus des fonctions, tu es même capable de savoir si cette fonction-là a généré des exceptions en production à partir de ton code. Fait que là, tu ramènes vraiment la télémétrie directement là où tu es en train d'écrire le code. Fait que tu peux voir qu'une fonction est plus problématique qu'une autre direct en codage. Oui. Puis, donc, ça te donne des hints en disant, ben, peut-être que, est-ce que mes jeux de test unitaires sont assez là-dessus? J'aurais-tu tester mieux? Parce que c'est du code qui souvent est problématique. Souvent, là, dans les études démontrent que c'est juste un certain pourcentage de code qui crée tous les bugs. Puis on le sait, il y a des codes où est-ce que c'est complexe qu'on devait faire, il y a des algorithmes compliqués. Tu regardes ça, tu as des books avec 28 niveaux de FDNS, là, tu regardes la fonction, tu dis « Oh my God, elle est compliquée pour rien, là, ma complexité accidentelle, là, ou en tout cas, peut-être pas accidentelle, mais la complexité est tellement présente, j'aurais intérêt peut-être à briser ça, puis vraiment isoler chacune des responsabilités que ce bout de code-là doit faire. » Donc, les derniers cercles qui sont importants, c'est ce qu'on appelle, nous autres, les cercles 2 et 3. En tout cas, pour notre compagnie, c'est ce qu'on voudrait avoir. C'est essentiellement commencer à exposer à vraiment tous les utilisateurs, mais pas toute la gang d'un coup. Comme par exemple, un premier cercle, ça serait juste 20 %. Puis après ça, un dernier cercle, ça serait 80 %. Donc là, c'est des vrais utilisateurs dans le sens que c'est du monde qui n'ont jamais accepté d'être dans un programme spécial, mais sans le savoir, ils vont se retrouver dans notre 20 % qui sont en train de vérifier, par exemple, est-ce que ma performance est bonne. C'est souvent ça que je vais pouvoir faire avec mon cercle. Quand tu es rendu là, tu es déjà assez confiant que ça a passé les autres tests internes puis externes, puis que là, tu es dans un niveau où tu es confiant que tu peux aller en production avec des utilisateurs live avec ça. L'idée avec les cercles d'exposition, c'est d'augmenter l'exposition au fur et à mesure que le risque diminue. Donc, tes vrais utilisateurs qui, eux autres, n'aiment pas le risque, bien, ces gens-là, par exemple, quelqu'un là que tu sais que qui a vécu quelque chose de désastreux, bien, tu vas peut-être manuellement dire, lui, je l'amène dans le cercle 3 parce que je veux éviter que dans le futur, il y ait des problèmes. Tu sais, puis quelqu'un qui dit, ben moi, je veux tester, ben dis-moi, OK, moi, t'amener dans le cercle 0, dans le cercle 1. Puis le but, c'est d'avoir assez d'utilisateurs pour être en mesure. Puis pour cercle 0, cercle 1, c'est pas beaucoup de monde. Au niveau mobile, là, par exemple, Apple nous impose une contrainte que c'est pas plus que 100 utilisateurs que tu peux
que tu peux déployer une version sans passer par leur magasin. Donc, à quelque part, mais c'est assez pour aller chercher beaucoup d'intrants, beaucoup d'inputs pour identifier les problèmes puis les corriger. Donc, les cercles d'exposition, c'est important. Puis, un coup qu'on a vu la théorie, bien, quel outillage que nous, on décide de prendre pour faire ça? Bien, essentiellement, le premier outil qui va être important, c'est de reconnaître qu'il faut qu'on assigne à notre utilisateur un cercle. Comment nous on fait ça? C'est quand l'utilisateur il se log, donc la première fois qu'il va se connecter comme utilisateur, bien là, je vais lui donner une identité, c'est ça ton identité, mais je vais l'assigner dans un cercle. Par défaut, par exemple, on va dire, OK, je te mets dans le cercle 3. Ou si je dis, bien, il faut que ce soit 20 80 bien, j'ai un petit algorithme 20 niaiseux aléatoire, bien, j'en mets 20 dans le cercle 2, puis 80 dans le cercle 3. Donc, tout le monde, par défaut, sont cercle 2 ou cercle 3. Puis après ça, manuellement, je vais venir décider qui je mets cercle 0 ou cercle 1. C'est sûr que tous nos employés ont mis cercle 0. Puis après ça, cercle 1, bien, c'est des gens qui acceptent d'être bêta-testeurs. Puis donc, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est ça. La deuxième, bien là, c'est de se poser la question, bien, au niveau de, par exemple, mon back-end, mon API web, bien, comment je vais être en mesure de faire du canary? Bien, nous, on utilise Azure. Azure a une fonctionnalité qui est fabuleuse qui s'appelle, en anglais, on dit des deployment stops, ou en français, ce que j'ai appelé des emplacements de déploiement. Je ne sais pas si c'est une traduction qui se tient. Donc, les emplacements de déploiement, c'est essentiellement décider que tu vas avoir, dans notre cas, nous, on aurait, mettons, 4 fois le même code qu'on déploie, mais un pour le cercle 0, un pour le cercle 1. Puis, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que je commence par déployer dans le cercle 0. Pas besoin de déployer cercle 1, cercle 2. Je les laisse eux autres sur la version stable. Puis, si le cercle 0 est bon, après ça, là, je vais déployer vers le cercle 1, puis après ça, vers le cercle 2. Donc, c'est vraiment... c'est comme si je me ferais des versions de test, mais en production. Oui, ben en fait, c'est comme, j'allais dire ça, c'est comme si on avait une version test, pré-prod, prod, mais là, tout ça, c'est de la prod, mais à des niveaux d'exposition différents. C'est en plein ça. Parce que tous ces gens-là travaillent quand même avec la vraie BD, avec les vraies données, puis pour eux autres, c'est leur utilisation de l'application. Donc, on ne leur a pas dit spécifiquement, toi, tu vas être un testeur, puis là, ça te prend la version de l'application de test, mais quand tu travailles à tous les jours, utilise ta version à toi chez vous. Non, c'est toujours la même version que tu utilises, c'est juste que son contexte d'utilisation n'est pas pareil. Puis on parlait tantôt, un peu plus tôt, de feature switch. Ouais. Ça vient un peu faire office de feature switch. Le déploiement, dans ce cas-là, les emplacements de déploiement là, que Azure nous donne, ça remplace les feature switch. Mais il faut être conscient que quand, par exemple, je vais déployer, mettons, dans mon cercle 2, c'est 100% de ce monde-là, ils vont voir tout de suite la fonctionnalité parce que là, je mets l'application live. On met la feature à on là. À tout le monde. Si tu regardes, par exemple, du côté mobile, bien, au niveau mobile, bien là, j'ai des contraintes. J'ai des contraintes que l'application doit être déployée dans un magasin ou sinon, il faut qu'elle soit déployée avec des mécanismes comme les flight tests que iOS nous offre. On a un peu d'équivalent aussi du côté Android. Donc, nous, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre App Center, qui est encore un outil que Xamarin avec Microsoft nous offre. Puis on va littéralement, avec App Center, être capable de faire du déploiement vers notre cercle 0, notre cercle 1. Mais on ne sera pas capable de... Parce que quand on va arriver au cercle 2 et 3, là, il va falloir vraiment passer par le vrai magasin d'Apple ou le vrai magasin d'Android. Puis eux, à quelque part... Ils ne font pas la distinction entre les deux. C'est que si je leur dis, hey, je voudrais redéployer 5 minutes plus tard parce que je me rends compte que tout va mal, après, je me dis, attends, là, tu soumets nous autres, puis on va déployer, puis dépendant, ça peut prendre jusqu'à quelques journées là, avant qu'eux autres redéploient. Donc là, tu n'es plus en contrôle de l'exposition. OK. Donc là, je n'ai pas le choix que quand je veux commencer à aller vers ce type-là, si je veux vraiment avoir un cercle 2 puis 3, d'utiliser des commutateurs de features. Donc là, à quelque part, puis les commutateurs de features, bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui décide quand est-ce que j'expose. On garde le contrôle là-dessus. Donc, c'est pas parce que j'ai déployé que l'exposition arrive d'un coup. Donc, Fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que dans tes cercles 2 et 3, tu vas déployer la même version que dans le cercle 1 avec les switches tout à off. Puis là, tu as une partie des switches que tu vas mettre à on, puis une autre partie à on pour d'autres utilisateurs. Fait que là, tu vas simuler la même organisation de cercle, mais avec des switches. C'est en allant vérifier sur l'API que là, l'utilisateur de l'application va savoir dans quel cercle il est. Tout à fait. Si c'était facile d'utiliser des commutateurs de features, je ferais tout avec des commutateurs de features. Mais comme on va expliquer, là, les commutateurs de features, ça a un risque. Il faut les utiliser parcimonie. Ouais. OK. Donc là, Mario, on va regarder un peu justement les feature switch, les commutateurs de feature, justement leur cycle de vie, comment ça marche
Ben, pour bien s'intégrer. c'est important de comprendre le cycle de vie parce qu'on va voir qu'il y a une certaine complexité quand tu te mets à utiliser des commutateurs de feature. Comme je disais tout à l'heure, si j'avais le choix, je n'utiliserais que des commutateurs de feature. Mais il y a une complexité. Il y a une lourdeur, j'imagine, à gérer ça dans le code. Là, j'ai du if then else. Ça veut dire que Ça, si c'est je le veux. bout facile. C'est le bout facile, oui puis non. C'est-à-dire que mes if then else, après ça, je veux les enlever parce que quand ma fonctionnalité elle est testée et elle est vraiment rendue stable, bien là, je ne veux plus que ce code-là reste. Donc, il faut que je revienne en arrière, que je vienne enlever ça. Donc, il faut que je fasse du nettoyage. Puis si je ne fais pas du nettoyage, c'est comme si j'accumulerais de la dette dans mon code. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup de if then else, puis là, tu sais, parce que si je laisse traîner un if then else, puis que plus tard, on me demande de faire une nouvelle fonctionnalité, mais que ça revienne tout le même if then else, mais là, tu sais, on le sait, ma complexité augmente. Là, si j'ai des if dans des if dans des if, là, wow, je veux pas ça. Puis on a quand même le risque aussi, en venant nettoyer, d'introduire un bug. Ça reste une possibilité. Oui. C'est pour ça que c'est très important quand que je fais une nouvelle fonctionnalité, puis que je dis, OK, là, je vais faire if telle chose, je vais faire la nouvelle fonctionnalité, mais j'ai toujours le chemin else. Sinon, fais l'ancien parcours. Mais l'ancien chemin, là, c'est la première chose que je veux tester. Parce que je pourrais, par erreur, créer une instabilité qui ferait que ce qui marchait avant marche même plus juste avec la version. C'est-à-dire que la première chose que je fais quand je déploie avec des commutateurs de feature, c'est de mettre à off, puis de valider avec mon système de capture. Je suis toujours stable, c'est-à-dire mes utilisateurs ont toujours la même expérience qu'ils avaient hier avant que je déploie. Parce que si la nouvelle, les if then else se déstabilisent, bien là, je vais tout de suite faire un retour en arrière et dire, hey, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait correct. Ça, okay. Puis là, quand je suis stable, là, je vais commencer à basculer, par exemple, pour mon cercle 0. Le premier cercle que je vais faire, je vais basculer pour mon robot, qui lui va me permettre de pouvoir faire ce que j'expliquais, là, de m'assurer que tester et surtout me faire une. Ta trace de télémétrie pour être sûr que tout fonctionne et que tu es capable de capturer ton calibrage de télémétrie. Un peu le smoke test. Oui. On peut voir ça comme ça. Là. Puis là, après ça, je vais activer mon ring 0 pour les gens qui sont ring 0. Après ça, je vais activer mon ring 1. Puis comme on expliquait, à chaque fois, je vais valider. Puis quand je suis sûr, je dis OK, là, je m'en vais vers ring 2, donc ce qu'on appelle les cercles d'exposition. Puis, à un moment donné, on va arriver que tous les utilisateurs vont utiliser la nouvelle fonctionnalité. C'est là où est-ce que je peux dire, là, cette fonctionnalité-là, j'ai plus besoin du code if then else, il faudrait que je vienne nettoyer. Mais si je nettoie, il faut que je refasse un nouveau déploiement. Donc là, la question se pose, je fais-tu un déploiement juste version nettoyée, mais plus de nouvelles fonctionnalités? Puis là, encore là, il faut que je remonitore, dire, je suis toujours encore stable. Ou je dis, non, on va attendre quand on va livrer une nouvelle fonctionnalité, on va aussi livrer du nettoyage. Mais là, j'augmente le risque. C'est ça, ouais. Il y a toute une décision à prendre. Puis en même temps, il y a l'aspect utilisateur que eux, voir une nouvelle version avec des release notes qui n'ont aucun changement, aucune amélioration, c'est pas intéressant. Par exemple, la partie mobile, quand je déploie par le magasin d'Apple ou le magasin Android, je ne peux pas juste dire « Ah, cette nouvelle version-là, pas de nouvelle fonctionnalité, c'est juste j'ai fait un clean-up ». Donc là, j'ai comme pas le choix, quand je suis du côté mobile, de dire « Il faut que je fasse du nettoyage en même temps que j'ai une nouvelle fonctionnalité ». Double risque, puis il faut que je vive avec. Par contre, du côté du back-end, là, les utilisateurs le voient moins. J'ai plus de flexibilité. Ouais. Mais le mobile amène une certaine complexité. Puis nous, du côté de notre entreprise, ce qu'on a décidé de faire, en tout cas au démarrage, c'est de ne pas utiliser les commutateurs de feature. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas 4 cercles d'exposition, on va en avoir juste 3. Notre risque est plus grand. Ça veut dire que quand j'ai fini mon cercle 1, là, je vais déployer à 100% du monde. Donc là, je peux avoir... Mais 100% du monde, quand tu es en démarrage, ça peut être au début 100 clients, 1000 clients, 10 000 clients. En tout cas, de toute façon, c'est pas... Fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être aller vers les feature switch pour supporter des déploiements plus partiels en production. C'est sûr, parce que les commutateurs de feature, outre le fait qu'ils vont m'aider pour tout ce qui est mon déploiement, c'est des techniques fabuleuses pour faire ce qu'on appelle des tests AB. C'est-à-dire, je veux tester une fonctionnalité avec un chemin et un autre chemin, puis vérifier comment les utilisateurs réagissent. Donc là, ça me donne toute cette flexibilité-là que je vais pouvoir avoir si je me mets cette infrastructure-là en place. C'est juste que nous, au début, on ne veut pas la mettre en place, puis on se dit que quand on aura nos rondes de financement, puis on aura les moyens financiers, là, on va le mettre en place parce qu'on veut aller vers ça, mais il faut être conscient dans quoi on embarque. Que c'est pas comme, ça vient simplement. Il faut aussi savoir que, à quelque part, des commutateurs de features, si je ne m'appuie pas sur une plateforme, il va falloir que je construise ma plateforme. Comment je peux construire ma plateforme? Une des façons simples, dans notre cas, nous autres, ça dit, regarde, je pourrais littéralement juste avoir un petit document Cosmos DB dans lequel j'ai mes features puis mes cercles. Puis là, mes cercles, ça dit si c'est on ou off. Donc, pour telle feature, cercle 1 il est à on, cercle 2 est à off.
Puis ce document-là, ben, grosso modo, mon code va appeler l'API REST de Cosmos DB juste pour aller le chercher. Puis il va cacher ça, mettons, pendant 15 minutes, parce que tu ne veux pas retourner toujours sur le serveur. Mais à tous les 15 minutes, je retourne sur le serveur rechercher ma liste de features, parce que si je change, mettons que je disais, cette feature-là, je veux maintenant la tuer, je veux la mettre à off, ben, je ne veux pas attendre 3 jours avant que tout le monde le vive sur le terrain. Donc là, j'ai comme un trade-off de dire, il faut que je retourne, tu sais. Donc, ça crée aussi une complexité. Peux-tu faire une espèce de... Parce que peut-être que j'ai une idée de... Tu peux-tu faire, mettons, un feature qui a timestampé, mettons. Tu dis, je veux que ce feature-là soit actif lundi prochain. Tu pourrais faire quelque chose que tu le mets à on, mais automatiquement, toutes les applications le savent. Ils vont peut-être, mettons, pas checker aux 15 minutes, mais ils peuvent checker à chaque jour. Puis dire, OK, il ne faut pas que j'oublie lundi matin, quand je vais démarrer l'application, je pars avec la nouvelle switch. Ça serait une technique qu'on pourrait mettre en place. Il faut juste être conscient que là, c'est plus juste un petit if simple. C'est vraiment. Tu sais, il y a tout un algorithme. Il y a une infrastructure derrière ça, oui. Donc, puis comme je vous dis, quand on va aller vers ça, ça vaut la peine de commencer à regarder des plateformes qui existent. Entre autres, celle de LaunchDarkly, qui est un service, ils offrent ça comme un service. Mais quand tu regardes aussi le prix que ça coûte, c'est pas donné. Parce que les gens qui veulent utiliser ça, ben à quelque part, ils le font pour les bonnes raisons, puis eux, ils voient vraiment la valeur, puis ils disent, bon, je vais être prêt. Mais c'est pas un service qui se vend comme à 10$ par mois. Là. Non, c'est ça. Donc, en résumé, nous, là, ce qu'on va faire, c'est que du côté développement, on va focuser sur test unitaire, test fonctionnel. On va automatiser toute cette mécanique-là. Puis avec notre déploiement continu, notre intégration continue, on va rerouler nos tests sur notre plateforme de staging. Et ensuite, avec déploiement continu, on va commencer à déployer vers la production. On s'assure qu'on ait la capacité de faire des retours en arrière. Comment on fait? On décide si on doit retourner en arrière avec notre télémétrie, donc on mesure tout. Et comment on s'assure qu'on expose et qu'on gère le risque en ayant des sacs d'exposition. Donc, avoir du déploiement en mode canary. Puis, donc, si on a cette approche-là, nous, on croit qu'on peut faire du test en production, aller chercher une bien meilleure qualité que d'avoir passé beaucoup d'énergie à tester dans le modèle classique. Parce qu'avec ça, je ne serais pas surpris qu'on soit capable d'aller chercher peut-être des 70-80% de qualité beaucoup mieux, parce qu'on s'appuie sur des faits, là. Les faits, notre système nous dit ça marche pas. Puis, à la limite, ça se peut même que tu aies un bug que tu aurais peut-être passé du temps à tester, découvrir, mais qui n'est même pas un impact en production parce que personne ne passe par là. Tant que personne ne passe par là, c'est même pas un bug, Tout à fait. fin de compte. Bien, c'est sûr que tu as des fonctionnalités qui sont peu utilisées. Puis des fois, tu ne le sais pas, tu penses qu'une fonctionnalité, les gens vont l'acheter, vont la vouloir, puis finalement, donc pourquoi tu dépenserais beaucoup d'argent à la tester? Là, tu vas avoir un feedback très rapide sur oui, c'est important. Tu peux même voir c'est où le monde passe dans ton application. Donc, tu vois qu'est-ce qu'il faut que tu solidifies. Donc, tu ramasses beaucoup d'informations. Puis moi, je crois que c'est une bien meilleure approche pour penser les tests que le modèle classique. Encore là, tout est discutable. Moi, je suis intéressé à partager avec vos auditeurs. À ce compte-là, la discussion est lancée. Oui. Ben, écoute, Mario, on a hâte de voir la suite de ton To-Do Studio. En fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner puis d'avoir ton feedback. Peut-être qu'on va en reparler peut-être d'ici Peut-être revenir dans un autre épisode, mais oui. Oui, bien, ce que je pourrais faire dans un an, quand on va avoir vraiment mis ça en production pour avoir des vraies données, ben, vous venez vous confirmer et dire voici tout ce qu'on a vécu qui était désastreux, ou voici ce qu'on a appris. Puis dire voici pourquoi on continue à le faire. Mais c'est clair qu'on va apprendre de quoi aussi dans cette technique-là. Comme les Facebook, les Google, les Microsoft ont appris de quoi beaucoup dans les dernières années à utiliser cette technique-là. C'est sûr qu'eux autres sont des grosses organisations, ont beaucoup de moyens financiers, mais ils montrent le chemin. À quelque part, le chemin, pour même un jour, d'ici 20-30 ans, toutes les compagnies vont probablement peut-être prendre ces techniques-là. En tout cas, j'ose espérer. J'imagine qu'on pourra mettre un lien vers ton projet, quelqu'un va pouvoir être notifié quand ça va sortir, tout ça. On peut mettre ça. C'est super facile, hein? todo.studio. Donc, on a le domaine. Avec le -do.studio. C'est ça. Donc, si tu vas à todo.studio, tu vas tomber sur notre site web. Puis, on va mettre le lien dans la vidéo aussi. Là, il va y avoir les liens pour aller chercher les applications. Puis au début, c'est juste comme en attente parce qu'on... Puis on invite les gens, si jamais vous offrez un programme Early Adopter pour être des bêta-testeurs, vous allez offrir ça. Donc, c'est probablement ce qu'on va faire sur To-Do Studio en disant ça s'en vient. Puis si ça vous intéresse d'être bêta-testeur, bien inscrivez-vous parce qu'on va vous mettre dans votre cercle 1. Tout à fait. Qui n'est pas le cercle 0 parce que c'est nos gens internes. Donc, mais effectivement. Bien, merci Mario. Ben, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, ça conclut pour notre épisode. Donc, on vous invite à évidemment vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et on se revoit dans un prochain épisode. Merci. Merci. Bonjour.